Bonjour. Alors, ça fait très très longtemps, ça fait des années en fait que j'ai envie de parler de livres sur cette chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup lire. Je lis pas beaucoup en réalité, surtout ces derniers temps, mais je trouve que la lecture c'est chouette et j'aime bien parler des livres que je lis et je n'ai pas forcément beaucoup de monde avec qui en parler. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je me dis que faire des vidéos sur mes lectures ça pourrait être sympa. Mais je l'ai pas fait avant parce que je me mettais probablement trop la pression à me dire qu'il fallait que je fasse un truc de ouf avec une étude approfondie, une analyse approfondie du bouquin, de chaque bouquin que je lisais. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu stupide. Et je viens juste de réaliser maintenant, seulement maintenant, que oui, c'était peut-être pas la peine d'en faire autant, que je pouvais tout simplement parler des lectures et voilà, dire ce que j'en ai pensé, tout simplement, sans forcément rentrer dans des détails extravagants, sans forcément écrire une dissertation de 20 pages, quoi. Et donc je me suis dit, alors attention, c'est extraordinaire, ça n'a jamais été fait avant, vraiment, je suis un génie. Je me suis dit que j'allais tout simplement, à la fin de chaque mois, faire un petit récap de mes lectures et dire ce que j'en ai pensé, voilà, tout simplement, en toute décontracture, sans me prendre la tête. Je pense que ce serait un assez bon exercice pour moi parce que ça me permettrait d'un côté de me motiver à lire pour faire des vidéos et de l'autre côté de me motiver à faire des vidéos chaque mois parce que je pense qu'on a tous constaté que j'étais pas la meuf la plus régulière du monde en ce qui concerne la sortie des vidéos. Donc voilà, pour moi ce serait un peu un cercle vertueux, voilà, de me motiver à lire parce que c'est vrai que bien que je sois une grande lectrice à la base et que j'aime énormément lire, j'ai des périodes de creux, des périodes où je lis quasiment pas, où je fais autre chose, de pas très productif. En général, je suis sur mon téléphone, je scrolle sur Twitter ou sur Instagram, enfin. Et c'est dommage parce que j'adore lire. Et quand je commence à lire un livre et que je me mets à fond dans un livre, genre je le lâche plus. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier en fait. Donc là, je me dis, voilà, tu fais une vidéo chaque mois pour parler de tes lectures. Si t'as rien lu, ça va pas le faire. Forcément, puisqu'on est en mars, je vais parler de mes lectures de février, mais pas seulement, je vais aussi rattraper le mois de janvier, parce que j'ai eu des lectures très intéressantes en janvier, dont j'ai très envie de parler. Puis comme ça me permettra de rattraper le début de l'année 2020. Et je pourrais comme ça, en rétrospective, à la fin de l'année, j'aurai toutes les vidéos de toutes les lectures que j'aurais fait entre janvier et décembre 2020. Et je me rends compte que je m'avance beaucoup trop en disant ça. Parce qu'on n'est que début mars 2020 et j'en suis qu'à ma première vidéo de ce type. Et si ça se trouve, je vais pas m'y tenir du tout. Nouvelle résolution pour 2020, je prends mes résolutions début mars, j'en ai rien à foutre. Je lirai chaque mois et chaque mois je ferai une vidéo pour parler des livres que j'ai lus. C'est une résolution et on verra à la fin de l'année si je m'y suis tenue. Allez, c'est parti. Alors, à la fin de l'année 2019 est sorti le 4e et dernier tome de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabo. C'est une série que j'avais lu les 3 premiers tomes il y a 2 ans et j'avais adoré, je les ai dévorés, je crois que j'ai lu chacun des tomes en genre 3 jours chacun parce que je lisais la nuit, je voulais pas lâcher le truc, vraiment c'était génial. Et j'ai été hyper frustrée à la fin du 3e tome parce que j'étais persuadée que c'était une trilogie et que ça se terminait à la fin de ce tome-là. Mais non, ça n'était pas fini, l'histoire n'était pas finie. Il n'y avait aucune information sur la sortie du tome 4. J'étais tellement frustrée. Et je me rends compte maintenant que c'est normal qu'il n'y avait aucune information à l'époque parce que le tome 4 est sorti 2 ans après. J'ai donc entrepris mi-décembre 2019 de relire l'intégralité de la saga pour pouvoir découvrir le tome 4 tranquillement parce que au bout de 2 ans tu te souviens pas de tout, tu te souviens que t'as adoré le truc mais tu te souviens pas de tout. Donc j'ai relu mi-fin décembre le tome 1, Les fiancés de l'hiver, et le tome 2, Les disparus du clair de lune. Et donc en janvier j'ai lu le tome 3, La mémoire de Babel, et le tome 4 que je découvrais donc pour la première fois, La tempête des échos. Alors je vais essayer de faire un résumé de l'histoire. Faut savoir que je suis pas du tout douée
pour les résumés, que ce soit de livres ou de films. Je suis très très nulle. En plus, j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je fais ça complètement à l'arrache. Donc je suis désolée d'avance. Si mon résumé est pourri, je vais faire de mon mieux. Ça se passe dans un monde qui autrefois était notre monde, mais il y a eu un événement qui s'appelle la déchirure, qui fait qu'en fait la Terre a explosé en plein de petits morceaux qui s'appellent des arches en fait, et les arches continuent de graviter autour du noyau de la Terre comme c'était le cas en fait quand la Terre était complète. Et en même temps qu'il y a eu cette déchirure, sont apparus des êtres surnaturels dotés de pouvoirs et immortels qui sont chacun allés sur une arche différente pour fonder leur propre dynastie. Et bien sûr, comme ils sont dotés de pouvoir, ils ont transmis chacun leur pouvoir à leur descendance. Et ces êtres étant immortels, ils ont survécu à plusieurs générations de leur descendance et sont toujours là des centaines d'années après. Des familles, ce sont des familles, et les êtres surnaturels qui ont fondé ces familles sont appelés les esprits de famille. Voilà, donc ça c'est la base du truc, c'est le monde dans lequel on évolue. Et donc on suit le personnage d'Ophélie, qui est une jeune femme qui vit sur Anima, l'arche fondée par l'esprit de famille Artémis, qui a transmis comme pouvoir à sa descendance le pouvoir de l'animisme, qui est en fait l'art d'animer les objets et qui leur donne une profonde connexion en fait avec ces objets. Par exemple, Ophélie, elle est capable de lire un objet, c'est-à-dire dès qu'elle touche un objet, elle remonte le temps. En fait, elle revoit l'état d'esprit de toutes les personnes qui ont possédé cet objet à un moment ou à un autre. Et Ophélie, elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle est capable de voyager d'un lieu à un autre en traversant les miroirs, d'où le titre de la série, La passe miroir. Au début de l'histoire, on découvre qu'Ophélie doit se marier à un homme qui ne vit pas du tout sur son arche qu'elle n'a jamais quittée de sa vie, mais qui vit sur une arche très lointaine qui s'appelle le pôle. C'est l'arche de l'esprit de famille Farouk qui lui a transmis les pouvoirs de l'esprit à sa descendance, et elle doit donc être mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, dont elle connaît seulement le nom, et aller vivre très très loin de sa famille sur cette arche qu'elle n'a jamais visitée et qui, comme son nom l'indique, le pôle est très froide, très rude et très difficile. Donc forcément, Ophélie se rebelle face à ça, mais elle peut concrètement pas y faire grand-chose. Voilà, donc ça commence comme ça c'est le début du tome 1. Et puis ensuite, il y a toute une série de péripéties, de choses qui se passent, tout un tas d'intrigues. Et bon, ça, on s'en rend peut-être pas compte à mon résumé, parce que encore une fois, je suis pas douée, mais c'est super. L'univers qu'a créé Christelle Dabo dans cette série de livres est vraiment hyper riche. Il y a une multiplicité de lieux, les descriptions titillent vraiment l'imagination. Une multiplicité aussi de personnages qui sont extrêmement caricaturaux dans leur description physique et dans leur façon d'agir, mais qui pourtant sont plutôt nuancés en fait, en réalité, quand on apprend à les connaître plus. Et je pense vraiment que s'il devait y avoir une adaptation cinématographique de cette série, ce serait plutôt une adaptation en dessin animé. On a le personnage de Thorne par exemple, qui est le fiancé d'Ophélie, qui est un homme très très grand, très très mince, très très sévère, qui a une façon de parler, de se mouvoir qui est presque mécanique. Et à côté de ça, Ophélie par exemple est toute petite et toute ronde. Enfin, c'est vraiment... Voilà, je pense vraiment que ça pourrait créer un super super dessin animé. Mais je m'égare. Je vais rester sur les bouquins. Les lieux sont vraiment extraordinaires. Faut savoir que chaque arche fonctionne vraiment très 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 différemment les unes des autres, donc du coup ça donne lieu à des descriptions super intéressantes, des descriptions de lieux, des descriptions aussi d'interactions, de comment fonctionnent les choses. Les intrigues sont très riches aussi, de par les thèmes qu'elles abordent. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés au travers de cette histoire. Il y a le thème de l'amour, on a une histoire de cœur qui est
assez peu conventionnel, et j'ai beaucoup aimé ça dans cette histoire, avec deux personnages qui n'ont absolument pas pour aspiration, jamais dans leur vie n'ont eu pour aspiration d'être en couple et de tomber amoureux, et à qui ça arrive quand même malgré eux, et qui sont pas forcément très heureux que ça leur arrive, mais qui n'ont pas le choix, et c'est assez drôle de les voir interagir ensemble. Il y a aussi le thème de la famille qui est très important dans ce livre, puisque sur chaque arche a sa famille, et puis il y a aussi la vraie famille qui est très très importante pour chacun des personnages, qui ont chacun des dynamiques familiales très différentes mais qui sont très intéressantes. Le thème des différences culturelles aussi très important, puisqu'Ophélie voyage dans différentes arches au cours de son périple, et chaque arche a une façon de fonctionner vraiment extrêmement différente, et on voit à travers son regard qu'elle peut être choquée par certaines coutumes, et alors que pour eux c'est tout à fait normal, et c'est très intéressant aussi. Et puis il y a ce thème hyper important j'ai pas envie de spoiler en disant ça, de jouer à Dieu en fait, littéralement de jouer à Dieu, et de qu'est-ce que on peut s'autoriser à faire, est-ce qu'on a le droit de décider en fait de ce qui est mieux pour les autres au nom de la paix, quitte à retirer leur libre arbitre aux autres. Alors je sais pas si je m'exprime très très bien, si j'explique très bien les choses, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur cette saga. Pour résumer, je vais dire que j'ai adoré, vraiment c'était top. L'écriture de Christelle Dabo est très très bien aussi, vraiment j'aime beaucoup. Je me suis pas ennuyée une seule seconde en lisant cette série de livres, du tome 1 au tome 4, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Je suis hyper fan des 3 premiers tomes. J'émets une petite réserve sur le 4e, c'est-à-dire, bon déjà il y a eu une révélation de ouf Guedin à laquelle je m'attendais depuis le tome 2, mais ça pour le coup je pense que je suis pas la seule, hein. Ça a été, pour moi c'était évident, et à la limite c'est pas grave si je le savais. La seule chose qui m'a frustrée, c'est que c'était tellement évident. Pour moi c'était tellement évident, et je suis sûre que pour plein d'autres personnes, j'ai pas encore vu ni lu de réaction à ce tome, mais je pense que pour toutes les personnes, la plupart des personnes qui ont lu ce livre, c'était assez évident depuis le tome 2, et ça me frustre quand les personnages ne se rendent pas compte de choses aussi évidentes. Il y a une autre révélation de Ouf Guedin qui, pour le coup, venait de nulle part, et qui, à mon sens, n'apportait pas grand-chose. Je sais pas, faudrait que je relise encore une autre fois, plus tard, la saga, pour voir si cette révélation avait quelques éléments qui pouvaient donner des petits indices. Mais pour moi, c'était pas du tout le cas, et j'ai trouvé que ça apportait vraiment pas grand-chose. Voire rien du tout, mais bon. J'ai été hyper frustrée par la fin, en fait. J'ai trouvé que ça se finissait un peu trop vite, à mon goût. Et surtout, alors ce qui m'a frustrée, j'en ai pleuré de rage, hein, mais ça veut pas dire que la fin est mauvaise. C'est juste, moi, il y a un truc qui m'a saoulée. J'aime pas les fins parfaites, où tout le monde est heureux, tout le monde fait la fête, machin et tout. Donc là, pour le coup, on est sur une fin en demi-teinte, hein. C'est pas la joie à tous les étages. Mais en fait, il y a un personnage, un seul, pour lequel je voulais vraiment que ça se termine bien. Et c'est pas le cas pour lui. Et ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée, mais d'une de ses forces. J'en ai pleuré de rage, vraiment. Mais sinon, ouais, vraiment, je conseille. Je conseille énormément cette série. Parce que c'est bien. Voilà. Après avoir fini La Passe Miroir, j'ai pas touché un livre pendant facilement 2 semaines parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de lire autre chose en fait. Je me remettais de cette lecture, je me remettais d'être sortie de ce monde dans lequel j'avais été plongée pendant 1 mois non-stop, qui m'avait vraiment bouleversée.
Et j'ai décidé en février donc de relire, pareil, un livre que j'avais pas lu depuis facilement 2 ou 3 ans. The Maze Runner de James Dashner. Je m'excuse platement pour mon accent anglais. Je lis très bien l'anglais, je comprends très bien l'anglais à l'oral, mais en bonne française, je le parle très mal. J'ai un accent de chiotte. The Maze Runner, c'est le labyrinthe en français. Pourquoi je l'ai relu? Parce que... donc ça, c'est le premier tome d'une trilogie. The Maze Runner Trilogy. Je l'ai lu donc il y a 2 ou 3 ans. En fait, à l'époque où je l'ai lu, je n'avais que le tome 1. J'avais pas le reste. Et au moment où j'ai fini par acheter la box avec l'intégralité de la série dedans, ça faisait déjà un moment que j'avais lu le tome 1 et je savais que j'allais finir. Je savais que j'allais finir la saga un jour, mais j'étais pas forcément là-dedans à ce moment-là, j'avais d'autres trucs à lire et voilà. Et le temps a passé et je l'ai complètement oublié. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai ces bouquins-là depuis la nuit des temps, ce serait peut-être temps que je les lise. Donc, The Maze Runner, de quoi ça parle? Ça parle de Thomas qui, un beau jour, est envoyé dans un endroit qui s'appelle The Glade. Je n'ai aucune idée des traductions françaises. Donc, si vous savez, mettez-moi dans les commentaires les mots que je dis en anglais. Si vous connaissez la traduction en français, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc, Thomas, qui est un adolescent d'environ 16 ans, un beau jour se réveille dans The Glade avec la mémoire effacée. Il est entouré exclusivement d'adolescents d'à peu près son âge, certains un peu plus jeunes, certains un peu plus vieux, qui ont tous eu comme lui la mémoire effacée. Et en fait, ça fait 2 ans que des adolescents sont envoyés, que des garçons, un par mois, la mémoire effacée, dans cet endroit qui en fait est entouré d'un maze, d'un labyrinthe donc. Et chaque jour, certains des garçons vont courir dans le labyrinthe pour essayer de trouver une sortie. Évidemment, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils pensent que c'est une expérience, mais par qui ils ont été envoyés, pourquoi ils ont été envoyés là, ils en ont aucune idée. Alors, ça n'a pas été une lecture facile. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à lire. C'est pour ça qu'en février, j'ai rien lu d'autre. J'ai mis énormément de temps. J'arrivais pas à rentrer dedans. Il y a énormément de choses qui me frustrent, qui m'ont frustrée dans ce livre. La première chose, au moins une fois par chapitre. Et les chapitres sont très courts. Franchement, les chapitres parfois font 4 pages. Au moins une fois par chapitre. Thomas constate que quand même, c'est marrant parce que il a perdu la mémoire, mais il se souvient que ça existe. Ah, mais quand même, c'est marrant parce que il a perdu la mémoire, mais il sait que le soleil, il est jaune. Ah, quand même, c'est marrant parce que il a perdu la mémoire, mais il sait que les cinémas, ça existe. À chaque putain de chapitre, on a compris. Tu le dis une fois, tu le dis 2 fois à la limite. Tu dis, tiens, c'est marrant parce que je me souviens pas de ma propre vie, mais je sais comment le monde fonctionne de manière générale. Ok, on a compris, ton amnésie, elle fonctionne comme ça. Mais à chaque chapitre, je vous jure que si toutes les phrases où il parle de ça étaient retirées dans ce bouquin, tu pourrais retirer 30% du bouquin. Au bout d'un moment, j'en arrivais à un moment où j'attendais la fameuse phrase qui allait nous expliquer que quand même c'est marrant parce que son amnésie, gna gna gna. Ça pour moi, c'est prendre le lecteur pour un con et ça m'énerve. Ensuite, je trouve vraiment que c'est hyper mal équilibré. C'est-à-dire que je me suis fait chier pendant une majeure partie du bouquin. Il se passe à rien en fait, c'est énormément d'expositions. On nous explique les règles de la communauté dans laquelle Thomas atterrit, les règles du labyrinthe, ceci, cela. Très bien, et en fait, à la fin, d'un seul coup, tout s'accélère et il se passe plein de choses et c'est hyper artificiel. En fait, voilà, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui étaient artificielles dans ce bouquin. Je peux pas trop spoiler en disant ça, mais
En fait, le lendemain du jour où Thomas arrive dans The Glade, il y a une autre arrivée. Ce qui déjà n'est pas normal parce que normalement c'est une personne par mois. Là, c'est le lendemain même de son arrivée à lui. Et deuxième chose, la personne qui arrive est une fille. Oh, wow, incroyable. La fille en question s'appelle Teresa. Et en fait, son arrivée déclenche quelque chose. Enfin, bref. Évidemment, Teresa est le love interest de Thomas. Et en fait, je trouve que leur relation est hyper forcée, hyper artificielle. Il y a un élément en particulier que je vais pas spoiler. Il y a un élément en particulier de leur relation que je trouve hyper forcé et complètement inutile. Alors, peut-être que ce sera utile plus tard dans la série, et je l'espère, parce que sinon je vois vraiment pas à quoi ça sert. À part nous dire vous avez vu, ils ont une connexion ensemble. Ouais, mais on s'en fout en fait, ça sert à rien. Donc j'espère que ça servira plus tard. Autre chose qui m'a agacée, et après je vais arrêter parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. La fin, en fait, je trouve que la manière dont le problème est dénoué pue du cul. Ça m'énerve parce que j'ai pas envie de spoiler et j'aimerais bien expliquer exactement de quoi je parle. S'il y en a qui l'ont lu et qui veulent en parler avec moi, j'en serais ravie, vraiment, parce que je suis frustrée, je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir en dire plus. Grosse difficulté à lire ce livre, mais je suis quand même intriguée. Je suis quand même intriguée parce que j'ai envie de savoir pourquoi ils étaient dans ce putain de labyrinthe, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et le fait est, je vous avoue que j'ai commencé à lire la suite de Scorch Trials. C'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je me suis plongée dedans direct, il y a de l'action dès le départ. Je sens que je vais avoir beaucoup moins de mal à lire. Je le lis vraiment avec le plaisir, celui-là. Le premier, il a fallu que je me force un peu, c'était un peu dur. Mais celui-là, je pense que... ouais, ça devrait le faire. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de janvier et février 2020. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé et de ne pas avoir dit la moitié de ce que je voulais dire. Oh, je sens que ça va être compliqué. Ce que je vais faire, c'est que pour la prochaine vidéo, que je tournerai donc fin mars, début avril pour ma lecture de mars, j'essaierai de préparer un peu plus le truc, parce que là je l'ai fait complètement à l'arrache. J'essaierai de préparer un peu plus le truc et de mettre mes idées en ordre pour parler vraiment des choses dont j'ai envie de parler concisement. Ça se dit concisement? Bref, de manière concise, pour que la vidéo soit moins longue et moins chiante et moins difficile à tourner pour moi. Du coup, rendez-vous bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Encore une fois, je sais pas ce que ça va être. Ce qui est sûr, c'est que dans un mois, vous aurez mes lectures de mars. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Bisous bisous, à la prochaine. Ciao.